c'est cool. Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Merci de venir répondre à mes questions pour le podcast de Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on te reçoit pour parler de plein de choses, mais notamment de Kiffe ton cycle, forcément, pour parler de cycle, pour parler d'entrepreneuriat et de tous les liens qu'on peut faire entre ces différents sujets très passionnants. Avant qu'on attaque, donc, peux-tu commencer par te présenter, toi, ton activité, ton parcours, comment t'en es arrivé là, qui es-tu? Pour les rares qui ne te connaîtraient pas. Non, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne me connaît pas. Bonjour Laura, merci beaucoup de me recevoir. Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Donc, je suis Gaëlle Baldassari, je suis la créatrice de Kiffe ton cycle. C'est un mouvement qui a pour volonté de faire en sorte que le bien-être menstruel devienne la norme dans cette société, qui a pour but de permettre à chaque personne qui est concernée par ce cycle menstruel, de pouvoir le vivre le mieux possible, de pouvoir s'appuyer dessus et en faire une force plutôt que de considérer ça comme quelque chose de problématique. Donc voilà ce qu'est Kiffe ton cycle. Aujourd'hui, c'est une équipe de 6 personnes qui travaillent à plein temps sur le projet. Nous sommes à Rennes. Et voilà, on a vraiment comme ambition de se développer beaucoup pour que le monde change avant les 18 ans de ma fille. Donc, il lui reste plus beaucoup de temps parce qu'elle a 7 ans. Voilà. Okay. La deadline. Ouais, c'est ça, il y a une deadline. Ok. Pourquoi les 18 ans de ta fille? C'est parce Bah, que... écoute, c'est une promesse que je me suis faite le jour de l'accouchement. D'accord. Je savais pas si c'était un petit garçon ou une petite fille, tu vois, j'avais gardé la surprise jusqu'au bout. Et ce jour-là, découvrant que j'avais une fille, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de mettre une fille au monde, dans ce monde-là. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, ok, moi, je suis partie de chez moi, j'avais 18 ans, j'ai jusqu'à ces 18 ans pour faire changer le monde. Voilà. Waouh, quelle belle mission. Incroyable. Ok. Justement, ma question suivante qui va faire un peu le lien, c'est quoi ton expérience du coup à toi? Parce que bon, j'ai écouté plusieurs podcasts où tu as été invité, donc si j'ai bonne mémoire, il y a eu un burn-out, il y a eu tout un parcours aussi qui a contribué à ton expérience personnelle. Mais donc voilà, qu'est-ce qui a fait en fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, il faut absolument qu'on change les mentalités sur ce sujet-là, quoi. Moi, j'ai eu un long parcours d'aménorrhée. L'aménorrhée, c'est quand on n'a pas ses règles. Donc, et à la limite, je trouve ça plutôt pas mal. Et les médecins me disaient aucun problème. Jusqu'au jour où j'ai voulu avoir un enfant, ils m'ont dit ah là, ça va poser un problème. Et donc, je suis partie dans un parcours un peu long aussi de procréation médicalement assistée. Et j'ai vu mes humeurs changer énormément pendant ce parcours. J'ai fait un burn-out pendant ce parcours. Et quand j'en parlais aux médecins, vraiment, ils me répondaient bah, il n'y a pas de raison. Et donc, en fait, quand je me suis remise de ça, après, j'ai eu la chance de tomber enceinte de ma fille grâce à la procréation médicalement assistée. Et quand je me suis remise de tout ça, j'ai commencé à creuser par moi-même. J'aime beaucoup comprendre. Je suis passionnée de biologie. Et là, j'ai découvert le monde des hormones et un peu le poteau rose quelque part. Et j'ai réalisé à quel point ce qu'on nous avait présenté comme problématique, chiant, et à la limite, c'était très bien de ne pas avoir de cycle, était en réalité quelque chose de génial et surtout une assurance anti-burnout, quelque chose qui nous porte dans notre vie de tous les jours. Et comme on ne nous le présente jamais comme ça, moi qui voulais œuvrer pour le leadership des femmes, je me suis dit, voilà un sujet tabou sur lequel je peux œuvrer. Donc voilà. D'accord, oui, effectivement, c'est une question que j'avais prévu de te poser plus tard, mais puisqu'elle vient sur le sujet, puisque le sujet vient sur la table, plutôt pour parler français, c'est vrai que pour les femmes enfin pour les femmes, pour toutes les personnes menstruées, en fait, de ces générations-là, peut-être que c'est différent pour les plus jeunes générations, je sais pas, mais enfin moi en tout cas, j'ai quand même grandi avec cette idée que franchement, le cycle, au sens large, hein, je parle de règles, je parle de grossesse, je parle de ménopause aussi, parce qu'on parle beaucoup de menstruation, mais il y a aussi des fins de cycle. C'était vraiment le calvaire, le fardeau, le handicap fini, quoi. Et du coup, toi, t'arrives avec Yves ton cycle en train de nous dire, mais pas du tout, en fait, c'est super bien d'avoir un cycle. Alors peut-être, quel message tu pourrais donner pour les personnes qui nous écoutent et qui sont pas bien convaincues, là, qui sont en train de se dire, franchement, je vois pas trop en quoi c'est un cadeau, ton truc, là. Déjà, je les comprends parce que j'ai tellement pensé la même chose que je ne peux pas. Voilà. Donc déjà, c'est ça, la première chose, c'est que je les comprends et que sociétalement, on a vraiment piraté le game quelque part. On nous a tellement transmis des choses fausses et qui continuent d'être transmises aujourd'hui, même aux jeunes générations, que je comprends tout à fait qu'on puisse penser ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que
comme les labos n'étaient pas en capacité de nous donner les petites pilules qui vont bien pour régler le problème, on nous a laissé en déshérence en réalité. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les maux MAUX qui sont liés au cycle, les galères qu'on peut traverser, je dirais du simple petit SPM sympa qui fait qu'on râle un peu, jusqu'à la tornade qui nous foudroie tous les mois à se retrouver pliés en deux, à pas pouvoir bouger, à pas pouvoir sortir de chez soi, etc. Tous ces maux-là, moi, aujourd'hui, ce que j'ai découvert, c'est qu'ils sont intimement liés à un mode de vie et que ce sont des maux de société, de civilisation, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, je vois bien dans les programmes qu'on crée pour pouvoir améliorer les situations qu'à chaque fois, on revient sur, OK, quel est mon mode de vie, quelle est mon alimentation, comment ça se passe au niveau du stress, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et finalement, tout ça, c'est une chance. C'est-à-dire que moi, j'ai une maladie chronique qui n'est pas en lien avec mon cycle. Mais de base, je la voyais comme mon ennemi, le truc terrible, voilà, et puis pas de chance, c'est tombé sur moi, etc. Et en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que grâce à cette maladie chronique, j'ai un mode de vie qui est vachement plus sain. Et en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand il y a des maux qui sont liés au cycle, ça vaut le coup parce que c'est quelque part une boussole pour nous amener vers une vie plus saine et pourquoi pas vivre en très bonne santé très longtemps. Et quand il n'y a pas de mot MAUX, il y a à comprendre les fluctuations du cycle pour valoriser ce qu'elle propose, plutôt que de nous valoriser à certains moments et de nous dévaloriser à d'autres. Et ça, c'est un apprentissage. Moi, je le dis souvent, c'est comme un petit programme qu'il faudrait nous remettre dans le cerveau parce qu'on nous a appris le contraire. C'est-à-dire qu'on nous a dit, quand t'es comme ça, t'es génial, et quand t'es comme ça, t'es nullissime. Et donc, nous, on l'a intégré quelque part. Et donc, réhabiliter les moments où on nous a dit t'es nullissime quand t'es comme ça parce que ça fait partie d'un processus et que ce processus, il est pertinent même pour se réaliser au niveau professionnel, ça se réapprend, quoi. Ouais. Et est-ce que dans tes programmes, tu vois justement une différence entre les générations? Est-ce que tu as l'impression que la génération qui arrive, ça change ou pas plus? Alors, ça change dans le tabou. Elles parlent avec leurs copines beaucoup plus qu'on ne le faisait à notre époque. Moi, à mon époque, j'avais pas osé parler ni des caillots ni des pertes blanches avec mes copines. Aujourd'hui, les petites jeunes avec qui j'échange, ouais, on a parlé avec les copines, on a tout le même truc et tout. Et puis, elles retrouvent aussi les éléments sur Internet. C'est vrai que moi, c'était les balbutiements d'Internet, donc je risquais pas de trouver ce genre d'informations. Donc, le tabou est beaucoup plus levé, c'est une réalité. Par contre, l'information, j'ai même envie de dire parfois la désinformation est absolument énorme. Et c'est presque plus risqué, je dirais, parce que nous, on savait qu'on ne savait pas. Oui. Et quelque part, les jeunes aujourd'hui, elles ne savent pas forcément qu'elles ne savent pas. Et il y a des personnes qui continuent de tenir des discours, et notamment des personnes du monde médical, des personnes informées qui continuent de tenir des discours qui sont faux, qui sont fallacieux et qui mettent en danger nos jeunes, quelque part, dans leur compréhension d'elles-mêmes, dans leur risque de grossesse, dans beaucoup de choses comme ça. Et donc, pour moi, en ce moment, il y a un vrai problème parce que, comme moi, à mon époque, c'était pas grave, on passait toutes sous pilule. Donc, à la limite, j'ai envie de dire, l'avantage de la situation, c'est qu'il y avait finalement peu de grossesses non désirées qui étaient liées à la méconnaissance du cycle, parce que de toute manière, à partir du moment où on avait une vie sexuelle, en gros, aujourd'hui, les jeunes, elles n'ont pas très envie d'y aller sur les hormones et elles sont finalement très mal informées. Et moi, j'ai très peur qu'on retrouve des vagues, notamment de grossesse non désirée. Donc, j'ai envie de dire, on est dans un entre-deux qui n'est pas idéal pour la génération actuelle, quoi. Ouais, au final, il y a moins de tabous, donc ça, c'est cool. Mais alors, quand tu dis qu'elles veulent moins se tourner vers les hormones, donc sous-entendu, soit des stérilés au cuivre, soit des contraceptions naturelles, sans hormones, préservatifs, X ou Y moyens de contraception, ok? C'est ça que tu veux dire? Et que du coup, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que toutes ces méthodes-là nécessairement impliquent une connaissance du cycle, là où la pilule, l'avantage, si je pourrais dire ça comme ça, c'est que il n'y a plus de cycle. Donc au moins, c'est sûr qu'on n'est plus embêté. Ouais, c'est ça. Et puis, tant que c'est préservatif, ça va. Mais moi, je vois des influenceuses. Là, j'ai encore poussé un coup de gueule il n'y a pas longtemps contre une influenceuse qui est suivie par des millions de gosses. Tu vois, c'est des gamines de 16, 17 ans, voire plus jeunes, qui dit que grâce à son appli, elle a réussi à se passer de tout moyen de contraception. Je suis outrée. J'ai été voir l'appli. C'est une appli prédictive qui te demande le nombre de jours de ton cycle et qui te balance à ce moment-là, il y a des risques. Moi, ça me fout hors de moi, tu vois. C'est ça le truc.
C'est que du coup, parce que tant qu'on est sur le stérilet au cuivre, le préservatif, même le diaphragme, bah, à la limite, c'est des méthodes barrières qui fonctionnent. Enfin, le stérilet au cuivre n'est pas une méthode barrière, mais c'est une méthode qui fonctionne bien. Le problème, c'est plutôt quand on arrive dans la zone où les jeunes filles pensent que leur application va pouvoir leur donner les jours de fertilité et que nous, on se retrouve tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours, hein, avec des messages de jeunes qui me disent, je comprends pas, j'ai fait l'amour à JX, et je suis tombée enceinte et je devais ovuler à ce moment-là. Enfin, et c'est tous les jours. Et donc, de savoir qu'un spermatozoïde, ça vit 5 à 7 jours, elles ne le savent pas dans une glaire fertile. De savoir que l'ovulation n'arrive pas nécessairement au 14e jour, elles ne le savent pas. Donc, quand tu multiplies tout ça, tu te retrouves avec une fenêtre de fertilité qui est assez grande finalement. Donc, si elles regardent leurs 3 petits jours marqués sur leur appli, bah, nécessairement, si en plus l'appli se plante, comme c'est le cas dans beaucoup de cas, bah, on se retrouve avec une catastrophe, quoi. Et c'est assez dingue que ces applications, du coup, elles aient le droit ouais, je sais pas, d'être. Et moi, je trouve ça terrifiant parce qu'en fait, ma grand-mère, quand j'étais jeune, m'avait parlé de la méthode Ogino qu'elle enseignait à ses jeunes collègues de bureau pour qu'elles puissent essayer de ne pas avoir trop d'enfants. Et parce que c'était quand même encore la génération où on pouvait avoir 7, 8 enfants facilement, quoi. Et donc, ma grand-mère m'a raconté ça. Et quelque part, je me dis, mais c'est les calculs d'apothicaire que faisait ma grand-mère à l'époque. Et aujourd'hui, bien sûr que ça pouvait aider. C'est-à-dire que ça pouvait aider à diminuer voilà, les grossesses. Mais la réalité, c'est que bah, y avait rien de certain. Enfin, Ouais. donc voilà, c'est complètement dingue de revenir à ce genre de choses. Voilà, donc pour les jeunes, ouais, moi je suis un petit peu inquiète. Je me dis qu'en tout cas, si elles se connaissaient mieux elles-mêmes, si dès l'âge de leur première règle, elles apprenaient à repérer leur ovulation, à savoir où elles en sont, à se connaître dans ces fluctuations, bah, leur vie irait beaucoup mieux, quoi. Quand tu parlais de que par exemple l'application va donner ovulation J14, etc., ça me fait un peu penser au fameux mythe du cycle de 28 jours. Et effectivement, j'avais prévu une question là-dessus comme le sujet en ce moment de tout ce qui est cycle, féminin sacré, etc., c'est très à la mode avec tous les aspects positifs que ça peut avoir, comme tu l'as évoqué, de casser les tabous, etc. J'ai l'impression que dans les aspects un peu plus négatifs, entre guillemets, il y a aussi une espèce de génération de nouvelles injonctions. Alors peut-être qu'elles ont moins l'injonction de prends la pilule et machin, mais par contre c'est l'injonction du cycle de 28 jours, que t'es forcément fatigué quand t'as tes règles, que t'es forcément pleine d'énergie quand tu ovules, etc. Qu'est-ce que t'en penses toi de ces... Est-ce que c'est... Bah ouais, moi je suis aussi outrée par rapport, mais je te rejoins complètement. Enfin, dans ton analyse, je fais exactement la même. Et ça me met hors de moi, parce que moi qui ai un cycle en plus très erratique, avec des tentatives ovulatoires, avec un syndrome des ovaires polykystiques, de fait, mon cycle n'a jamais ressemblé au cycle idéal qui nous est présenté. Donc moi, quand j'ai commencé à lire les premiers livres qui étaient sur le sujet, il y a une dizaine d'années, quand je m'y suis intéressée, je disais, bah, c'est pas moi, je refermais le livre et je me disais, bah, tant pis, next, quoi. Ouais. Parce qu'effectivement, bah, moi, j'ai jamais eu un cycle calé sur la Lune, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que bah, c'est le cas de très, 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 très peu de monde et que c'est plus des billets de confirmation qui font que comme il y a quelques jours, que comme ça fait que 28 jours, quand on regarde au niveau statistique, bah oui, à certains moments, on se dit, ah, je suis calée sur la Lune. Et puis à d'autres moments, on se dit, ah, tiens, je suis anti-calée sur la Lune. Et puis on a l'impression, mais ça, ce sont que des biais de confirmation, parce qu'en réalité, c'est moins de 13% des femmes qui ont un cycle de 28 jours. Donc déjà, on le pose ici, c'est pas la majorité, hein. Et parce que 13%, on est quand même loin des 50. Et ensuite, ouais, il y a tout un tas d'injonctions qui viennent avec, qui, moi, me mettent hors de moi. Parce que comment, tiens, je vais te donner un exemple qui me sort par les yeux. Comment tu dis à une jeune fille qui, par exemple, ou une jeune personne menstruée d'ailleurs, hein, qui a préparé les Jeux Olympiques pendant des années, des années, des années, et qui se retrouve sur la ligne de départ le premier jour de ses règles, tu lui dis quoi? Ah, ça serait bien que tu te reposes. Waouh, je comprends, aujourd'hui, c'est pas trop le jour. Non, moi, je lui dis, ma cocotte, tu vas tout défoncer, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas, quoi. Et c'est ça le truc. Et moi, ce qui m'embête dans ces nouvelles injonctions, c'est que ces nouvelles injonctions, elles te font croire que tu es OK pour faire un truc un quart du temps. Sérieux? Non, mais tu te rends compte à quel point on devient. Enfin, je veux dire, c'est dingue de se dire, OK, ce truc-là, je peux le faire un quart de ma vie bien, et tout le reste de ma vie, je vais le faire nul parce que c'est pas la bonne phase. Mais no way, je suis tellement contre ça. Et en plus, enfin, non seulement je suis contre, mais je pense que c'est foncièrement faux, mais que le mental étant tellement important, si on le croit, on va le créer. Et tu vois, moi, un de mes premiers articles que j'avais écrit, c'était j'ai mes règles le premier jour du bac. Et j'expliquais à quel point bah, ça pouvait être aussi une chance d'avoir ses règles le premier jour du bac, en fait. Ah Tu vois, ouais. parce qu'il y a des ressources qu'on peut activer dans toutes les phases pour faire les choses avec
par exemple, moi, le premier jour de mes règles, j'ai beaucoup moins de trac. Ouais. Donc, j'ai moins de stress. Donc, pour un examen, c'est plutôt pas mal, tu vois. Et je sais que je vais être beaucoup plus posée. Et je vais plus dire les choses qui me passent par la tête que d'être en train de me faire de couper les cheveux en quatre pour essayer de trouver. Et donc, en fait, pour ma part, passer un examen quand j'ai mes règles, ça fait partie des périodes où ça se passe bien. Mais en réalité, je suis capable, dans toutes les périodes de mon cycle, de trouver des ressources. Je vais aller plus vite peut-être quand j'ai plus d'énergie. Je vais aller au contraire plus en profondeur. Voilà, d'autres moments, je vais plutôt être capable d'aller sortir des idées que je n'aurais pas sorties avant. Enfin, et j'ai toujours des super ressources pour passer un examen. Mmh. Mais d'ailleurs, tu racontais, si je dis pas de bêtises, dans un podcast que j'écoutais, je ne sais plus où, que l'histoire du cycle de 28 jours, il y avait une notion pharmaceutique, non? Derrière, Oui, c'était pour les c'est ça. plaquettes de pilules, en fait, c'est ça? Ouais, c'est pas la vraie moyenne hein, des cycles. Ouais. C'est pas la vraie moyenne. En plus, la moyenne, elle change pays par pays, elle change régulièrement. Donc, en réalité, on n'a pas les moyennes. C'est l'application Clou qui a le plus aujourd'hui de data, de données dessus. Et on n'est clairement pas sur des moyennes hein, de 28 jours. Non, non, c'est parce que ouais, c'est pratique de faire 4 semaines pour la pilule. Voilà. Voilà. Voilà comment on fait croire qu'il faut absolument avoir un cycle de 28 jours. Ouais, et puis 28 jours, 14 jours, enfin, tout était ultra pratique. Voilà. C'est. Ouais, ouais, ouais. Et c'est assez incroyable quand tu y penses de te dire que pendant des dizaines et des dizaines d'années, on a, enfin, pour notre génération, parce que c'était le cas de génération d'avant aussi, mais ingurgité toutes ces choses comme des faits factuels, scientifiques et incontestables. Alors qu'en fait, bah, comme tu le dis, on a environ 13% de personnes menstruées qui sont sur 28 jours. Donc quand tu dis 13%, on est quand même très très loin de la majorité. C'est assez incroyable, quoi, quand on arrive à nous faire ingurgiter ça, en fait. C'est ça. Mais en fait, comme il y a eu aussi, là, c'est en train de diminuer. C'est la première fois depuis la création de la pilule que ça diminue. Mais là, jusque-là, en fait, il y avait quand même une grosse partie de la population qui était sous pilule avec des saignements. Et donc, du coup, qui biaisait aussi cette sensation-là, puisque eux étaient vraiment sur 28 jours. Ouais, ouais. En fait, ça biaisait ce truc-là. Et les personnes qui sont sous pilule œstroprogestative, donc avec un arrêt tous les 28 jours, enfin tous les 21 jours, enfin 21 jours plus un arrêt de 7 jours, réalisent pas nécessairement que c'est pas leur cycle. Donc, quand on les interroge, elles vont te dire, moi, bah oui, moi, c'est même à l'heure près. Oui, bah, c'est normal, parce que si tu as arrêté la même heure, ton cachet, a priori, il y a des chances que ça arrive à la même. Et tu vois, et il n'y avait pas de conscience Ouais. que c'est juste parce que c'est biologiquement, enfin, c'est chimiquement piloté. Et tu sais, je trouve ça assez incroyable parce que j'en parlais au début de l'été, là, il y a quelques mois, avec une amie avec laquelle j'ai fait des études de médecine et de psycho. Donc tu pourrais quand même te dire que, voilà, tu vois. Et qui est sous pilule depuis des années et qui me dit, ah non, mais moi, mais quand j'ovule, j'ai beaucoup plus envie de mon conjoint, tu vois. Et j'étais, mais tu n'ovules pas puisque tu es sous pilule, en fait, tu vois. Et, et en fait, je trouvais ça assez incroyable de dire que même des anciens élèves de fac de santé n'ont pas conscience parce que bah, y a ces saignements intercycles qui donnent cette illusion aussi que le cycle continue malgré tout. Et je crois que d'ailleurs, t'en parlais dans un podcast où tu disais qu'il y avait des personnes qui disaient, bah, entre guillemets, foutu pour foutu, quitte à pas avoir de cycle, autant que j'ai pas mes règles, comme ça au moins enfin, que j'ai pas mes règles, que j'ai pas de saignement, comme ça j'ai pas ça à gérer. Et ouais, ça m'a vraiment. Ça m'a psychotraumatisé, je crois. Cette réflexion, ça m'a vraiment marqué, quoi, de me dire, mais t'as quand même fait des études de santé et c'est pas évident. Mais elle était sous pilule œstroprogestative, parce que sous pilule progestative, il y a quand même 50% qui continuent à ovuler. Donc, Ouais, 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 non, là, t'es sur une pilule. c'est l'œstroprogestative avec d'accord, les 8 jours Voilà. d'arrêt. Bon. Ah ouais, effectivement. Voilà, donc ça m'avait quand Non, même. non, mais il y a une vraie méconnaissance du monde médical. Après, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que les médecins, ils sont aussi là, enfin, ceux qui ont été formés en médecine, sont aussi là pour gérer les pathologies et heureusement qu'ils sont là. Bien sûr. Parce que quand il y a des pathologies, c'est nécessaire qu'ils soient là. Mais la physiologie, faut se le dire, ils y connaissent que dalle. Donc, certains sont renseignés, certains ont pris la peine d'aller plus loin, etc. et deviennent des gens qui connaissent beaucoup de choses. Mais s'ils s'en tiennent juste aux quelques cours qu'ils ont pu avoir pendant leur parcours universitaire de médecin, non, enfin, les connaissances sont limitées. Et ce qui est terrible, c'est que leur parole fait parole d'évangile et que nous, on en récupère tous les jours des choses complètement hallucinantes, comme les médecins qui disent qu'on ne peut pas tomber enceinte pendant ses règles si on a un rapport pendant ses règles. C'est faux.
Ouais. C'est factuellement faux. Avec la durée de vie des spermatozoïdes et le fait qu'on ne sache pas à quel moment on va ovuler, on peut tout à fait tomber enceinte alors qu'on a eu un rapport pendant ses règles. Et donc, dire ce genre de choses à des jeunes ou même à des moins jeunes, mais c'est réellement se mettre en danger. Je parle toujours des jeunes parce qu'il y a un plus fort risque encore. Elles sont plus fertiles. On sait que la fertilité descend ensuite, mais c'est vraiment se mettre en danger d'avoir voilà, des grossesses non désirées. C'est aberrant, quoi. Mm. Et toi, du coup, en tant qu'entrepreneur, du coup, c'est quoi ton expérience? Donc, tu nous disais que, par exemple, pendant tes règles, tu étais plus posée, etc. C'est quoi ton expérience à toi en tant qu'entrepreneur pour concilier business et cycle? Parce qu'on a toujours l'impression que ces deux trucs-là sont opposés. Bah justement, déjà, c'est de réaliser que le cycle menstruel, bah, il fonctionne comme un chef de projet, Ouais. donc un chef de projet interne. Et du coup, bah, moi, je trouve que d'avoir un chef de projet à l'intérieur de moi, moi qui suis entrepreneuse et qui doit m'obliger quelque part à gérer des projets, bah, je trouve ça plutôt pratique. Donc, c'est ça, en fait, c'est de comprendre comment chaque phase va apporter à mon projet. Plutôt que de me dire, OK, quand j'ai plein d'énergie, c'est génial, et quand j'en ai pas, c'est nul. Et du coup, penser que je suis géniale la moitié du temps et puis nulle l'autre moitié du temps, bah, c'est de se dire plutôt, OK, quand j'ai plein d'énergie, effectivement, je suis dans l'action. Donc, j'ai l'impression que oui, je fais beaucoup avancer l'entreprise, je fais les to-do list, je fais tout ce qu'il y a à faire. Oui, c'est galvanisant, oui, ça me fait du bien. Mais dans ces moments-là, à aucun moment, je pense à qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise. Je ne prends de recul, je regarde ce qui ne va pas ou je ne prends des décisions aussi, je dirais, avec un peu plus de recul. Mm. Et en fait, quand on mène un gros projet, ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir des moments où on fait et des moments où plutôt on est le projet. On fait aboutir le projet, on prend du recul, on va peut-être se nourrir un peu à l'extérieur aussi, on va prendre du temps de repos parce que le temps de repos, le burn-out de l'entrepreneur, il est quand même assez violent. Donc, avoir cette chance finalement d'avoir quelque chose qui nous dit, OK, là, tu te mets en action, OK, là, tu vas plus avoir envie de communiquer, donc naturellement, tu vas plus communiquer. OK, là, tu vas aller critiquer. Donc, effectivement, tu vas pas être de bonne humeur, effectivement, tu vas râler un peu, mais tu vas aussi critiquer ton projet en disant, moi, je dis auditer le projet. Tu vois, j'ai travaillé pendant 14 ans dans la banque. Quand l'audit débarquait, on était dans nos petits souliers, on n'était pas fiers, ils regardaient tout et tout. Ah. Mais en même temps, les préconisations qu'en sortaient, honnêtement, elles étaient positives. Ben là, on a ça à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la phase prémenstruelle, une grande partie d'entre nous vont avoir cette sensation de critiquer tout ce qui se passe, de peut-être perdre énormément confiance dans leur projet et tout. Mais c'est une chance parce que c'est la chance de se dire, OK, et par exemple, si mon projet ne fonctionnait pas, comment je fais et qu'est-ce que je peux bouger, etc. Moi, j'ai créé quasiment tous mes programmes et tous les gros changements de l'entreprise dans cette phase-là. Et puis ensuite, il va y avoir une phase, la phase des règles, qui est plutôt une phase de repos, de prise de recul aussi, de prise de décision importante, stratégique, de pouvoir dire, OK, bah, je pivote, par exemple, dans une entreprise, je décide de ne pas continuer dans la direction où j'étais, je change. Aussi un moment de recul qui nous permet de nous dire, je suis encore moi, là, dans le projet, ou est-ce que je me suis laissée déborder par les demandes, les propositions, les opportunités, et en fait, je suis plus moi dans ce projet. Et ça, c'est cette phase-là qui nous permet de le faire. Et moi, c'est planté sur mon canapé en début d'après-midi, après avoir dormi 20 minutes, que j'ai ces idées-là. Je me dis, est-ce que je suis vraiment moi dans mon projet? Et puis par moments, je me dis, yes, à fond. Par moments, je me dis, ah, il y a ce truc-là, là. Je vais peut-être aller un peu. Donc voilà, et c'est ça qui est important, c'est que on a valorisé, survalorisé dans notre société le faire. Mais si tu ne fais que faire, bah, tu es un employé quelque part. Mais un entrepreneur, que ce soit entrepreneur, intrapreneur, chef de projet, ou que sais-je, hein, mais en tout cas, quelqu'un qui entreprend un projet, il a besoin d'avoir des moments où il va être dans l'action et des moments autres. Et ça, c'est ce que nous apporte notre cycle. Ça me plaît ton truc là de quand on est que dans le faire, du coup on n'est pas dans notre on n'incarne pas notre casquette d'entrepreneur au sens large de la chose effectivement ouais. Bah Bah, du c'est coup ça, hein, toutes les questions un peu macro qui peuvent se ouais. poser. Est-ce que je fais entrer des actionnaires dans la société? Est-ce que je fais dans quelle direction je vais, etc. C'est des choses qui doivent se faire pas quand on est dans l'action. Enfin, je peux pas faire ça en même temps que je suis en train de donner une masterclass ou je ne sais quoi. C'est pas vrai. Ouais. Et ben justement, pour faire la liaison avec ce que tu disais avant, est-ce que tu peux nous parler de ta méthode, entre guillemets, surf, pour qu'on comprenne un peu le cycle? Alors, bah, déjà, l'idée, c'est que le cycle menstruel, il fonctionne comme une vague. Donc, il y en a qui ont des toutes petites vaguelettes, il y en a qui ont des tsunamis.
Ça dépend, ça change des mois, ça change en fonction des mois, des saisons, de tout ça. Et ça fonctionne exactement de la même façon que nous, en fait. Bah voilà, on a ces fluctuations. Et je trouve que l'image de la vague est intéressante. Et cette vague, effectivement, on a plutôt tendance à dire, bon, bah ok, bah, je me la prends dans la figure. Tant pis, je fais un petit roulé-boulé, je respire un peu comme il faut. Bon, bah, si c'est une petite vaguelette, c'est cool, elle me bouscule pas trop. Et puis, si c'est un tsunami, bah, tant pis pour moi, de préférence en silence. Je reprends ma respiration et puis j'y retourne, quoi. Et ça, c'est un peu la proposition classique de la société. Et puis l'autre proposition un peu classique, c'est de dire, bon, bah, si ça te saoule trop, tu prends la pilule, on en parlait. Donc pour moi, ça revient à se poser sur la mer et puis à stopper les vagues quelque part, enfin à se poser sur la plage, pardon, et à stopper les vagues. Et donc, bah, c'est une autre proposition classique de la société. Et puis du coup, moi, j'ai eu envie d'en faire une troisième, c'est de dire, hey, si on apprenait à surfer les vagues, à utiliser cette énergie pour kiffer. Et donc, l'approche surf, c'est ça, c'est tout l'apprentissage quelque part du surf de ces vagues-là. Mais effectivement, j'en ai décliné du coup un acronyme avec le mot surf qui permet de se souvenir des 4 phases par lesquelles on passe. Et du coup, le S, c'est le superwoman, c'est la remontée d'énergie après les règles qui nous permet de se mettre. Bah, on sent souvent, effectivement, ça repart à toute vitesse. Et donc là, bah, on est en mode superwoman, on dépile les to-do list, on y va et tout. Le U, c'est ultra sympa parce que c'est au moment de l'ovulation. Et moi, c'est le moment, par exemple, où ma fille, dans un magasin, peut me demander à peu près n'importe quoi à la caisse. Elle est quasiment sûre d'avoir un oui. Et c'est le moment... Pour tout le monde, si vous avez besoin de quelque chose, voilà, c'est sur ça. Instagram. Non, mais en plus, c'est vrai, quoi. Je me retrouve souvent à dire oui dans ces moments-là. Je me dis, oh, pourquoi j'ai fait ça? Donc voilà, c'est comme ça qu'on a un cerceau made in China en plastique à la maison absolument terrible, qu'à chaque fois que je regarde, je culpabilise. Mais et c'est vrai que voilà, même dans l'entreprise, je vais pouvoir accepter des projets, pouvoir dire oui à plein de podcasts, de machins, etc. Mais c'est génial de le faire aussi parce que c'est le moment de communication, d'interaction. Sauf que souvent, on le fait et que c'est différé dans le temps et que du coup, on se retrouve à faire l'action. Bon, ça, c'est une autre problématique. Donc, on avait Superwoman, ultra sympa. Ensuite, on a le R. Donc, le R, c'est la période prémenstruelle. Donc, posez-vous peut-être la question en juste une seconde de savoir quel mot mettriez en R dans la période prémenstruelle. T'as une idée, Laura? Alors, j'ai pas la bonne réponse, mais par contre, ce qui Ouais. m'inquiète sur mon inconscient, c'est que le premier truc qui m'est venu, c'est régression, tu vois. Et là, je me dis, Ah, intéressant. ouais, tu vois, comme quoi j'ai encore vachement de trucs à intérioriser. Par contre, la bonne réponse, je ne m'en souviens pas. Mais en fait, il n'y en a pas vraiment de bonne réponse. C'est ça qui est intéressant. C'est que, à la limite, cette phase-là, elle est très protéiforme. Et du coup, c'est vachement intéressant. Moi, je sais qu'en conférence, je demande systématiquement à la salle et il y a des dizaines de mots qui sortent. Le premier que moi j'avais mis, c'était Rambo, tu vois. Ah ouais. Et je suis passée à Redoutable, qui passe un peu mieux dans les médias. Mais et voilà, et on entend vraiment de tout. Donc, mettez le mot que vous avez, qui vous est venu. C'est ça qui est intéressant. Et si c'est régression, c'est vachement intéressant de cheminer avec. Aucun mot est négatif. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça parle de toi, tu vas dans cette période-là. Donc, c'est super intéressant. Mais du coup, moi, je mets redoutable, mais c'est encore une fois, c'est pas le bon mot. Et le F, du coup, c'est fatigué. Ouais. Voilà. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à mettre, c'est pareil. C'est parce que moi, je me sens effectivement plus posée. Je dis aussi qu'on est posé sur sa planche en surf. Parce que c'est pareil, j'utilise aussi la métaphore du surf avec les différentes phases de la période de surf, mais c'est un peu plus complexe. Donc ça, c'est ce que je présente dans le programme. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'il y a des fluctuations d'énergie, que ces fluctuations, elles sont normales et que quand on fait avec soi, plutôt que contre soi, plutôt que en train de lutter pour essayer d'être toujours superwoman, eh ben, on découvre des richesses absolument incroyables. On découvre aussi que toute la vie est comme ça, que les hommes, les femmes, les enfants, les personnes qui n'ont plus de cycle, qui n'en ont jamais eu, sont toutes comme ça. On est tous fluctuants et fluctuantes. Et ces fluctuations, c'est une chance. C'est une chance qui nous est offerte par le vivant. Oui, effectivement. Alors c'est marrant parce que tu vois le F de fatigué, moi ce qui me serait venu pour le F c'est fun, tu vois? Parce que moi j'aime bien quand je me je suis pas fatiguée. Mais j'aime bien aussi, moi. Je suis fatiguée quand même. Et du coup, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant de faire attention de ne pas aussi intérioriser des injonctions parce que une fois j'ai une jeune fille qui me disait mais je comprends pas, je dois pas être normale parce que moi quand j'ai mes règles je suis pas fatiguée et que apparemment quand on a ses règles il faut être fatiguée. Je dis si tu es pas fatiguée, profite-en, qu'est-ce que je te dise. Donc, Tu vois, moi, dans le programme, je dis cette phrase, je dis, mais si ce que je vous dis est faux, j'ai tort. Enfin, en fait, ne vous posez jamais la question. ouais. C'est
Clairement, et ça, je le dis, je le répète tout le temps, et c'est essentiel. Tu vois, je pense à ça il n'y a pas très longtemps, j'ai eu exactement cette situation-là, où le premier jour de mes règles, j'avais un coaching sportif. Donc, mon coach vient à la maison, etc. Et le matin, avant de me lever de mon lit, j'étais en train de me dire, bon, alors comment je vais lui dire que je suis fatiguée, que machin, que j'ai pas trop envie et tout. Et je me lève, en fait, mais vraiment en forme, quoi. Et Ouais. donc, en fait, on a fait la séance, je lui ai rien dit, et on a fait une séance de taré, quoi, vraiment. Alors, effectivement, après, j'étais fatiguée, j'avoue. Mais, mais en attendant, n'ayant pas justement accepté cette injonction, alors que je connais intellectuellement les choses, moi, maintenant, aujourd'hui, je dis à mon cerveau, juste, tu te tais, je demande à mon corps comment je vais, quoi. Et donc, donc, mon mental, je l'envoie sur une île paradisiaque avec son hamac et son palmier. Et je reviens à mon corps et je dis, OK, et non, techniquement, quand il est arrivé, quand il a sonné à la porte, j'étais en pleine forme. Et il aurait été tellement dommage de pirater ça parce que mon mental avait eu l'information. Et je te rejoins à 100%. Enfin, si on va super bien et qu'on n'a pas particulièrement besoin de se reposer, il n'y a pas de raison d'être épuisé. Oui, et d'ailleurs, je trouve ça super intéressant que tu reprécisais là, il y a quelques instants, que la notion de cyclicité, elle est aussi intrinsèque au vivant et que pour tous les entrepreneurs que nous sommes, nous savons tous que nos business eux-mêmes vivent voilà, des périodes où on est plus dans la communication, des périodes où on se retire un petit peu pour préparer les projets, les moments où on est au rendez-vous client, etc. Et du coup, je dis ça aussi parce que quand on a prévu le podcast toutes les deux, j'ai demandé un peu à la communauté bien dans ta boîte s'ils avaient des questions, etc. Et effectivement, il y a ce truc qui revient de ah bah oui, mais moi je suis pas concernée parce que j'ai pas de cycle pour X ou Y raison, parce que je suis sous contraceptif, parce que je suis ménopausée, parce que voilà, parce que je suis un homme aussi. Et du coup, je pense que c'est vachement important ce que tu disais, que c'est pas parce que on n'a pas de règles qu'on n'a pas de cyclicité en fait. Ouais, déjà, il y a 24% des hommes, c'est une étude qui a été faite en Angleterre. Donc, je parle des hommes cisgenres, donc qui ont un pénis et qui n'ont pas d'ovaire, donc pas de cycle menstruel, donc c'est un quart, qui vivent un cycle qui correspond tout à fait en termes de durée à peu près à un mois et qui passent par les mêmes phases. Donc, déjà, un quart des personnes ont conscience de passer par ça. Donc, combien n'ont pas conscience et si on les suivait réellement, on aurait conscience. En fait, un cycle d'un mois, c'est un vrai cycle. C'est pas complètement un hasard si notre calendrier, aujourd'hui, il y a des mois qui durent à peu près un mois, que la Lune met un mois pour tourner autour de nous. C'est-à-dire que moi, je vois pas l'injonction entre la Lune et le cycle menstruel, mais je reconnais qu'il y a une périodicité comme il y a une périodicité de la journée, comme il y a une périodicité de l'année, et cette périodicité mensuelle, elle existe. Et donc, effectivement, le menstruel est à peu près calé là-dessus. Mais on va retrouver, moi, je me souviens de plusieurs entrepreneurs masculins, cisgenres, qui m'ont parlé de leur cycle, et notamment une personne à qui je présentais le programme parce que c'était un publicitaire, donc pour qu'on travaille ensemble, qui me disait, ah, mais j'ai exactement la même chose. Moi, le premier jour, je suis plutôt tranquille, et puis après, je suis à fond comme un fou et tout. Et puis après, ah, je me pose, j'ai juste envie d'aller boire des bières avec les potes. Et puis après, je me critique, et puis je critique tout le monde. Et puis, il refaisait exactement. Il me dit, je vis ça tous les mois. Et il me dit, enfin, voilà, tu vois. Donc, ça, moi, j'ai des prestats avec qui je bosse, des hommes qui me disent, ah, bon, aujourd'hui, je suis dans le tube de la vague, donc dans le mode redoutable dont on parlait tout à l'heure. Enfin, voilà, c'est que, en fait, apprendre à reconnaître en chacun de soi ses fluctuations, enfin, en chaque personne ses fluctuations, c'est reconnaître que oui, tout est impermanent, qu'on ne sait pas comment on va se lever le lendemain matin, on ne sait pas comment on sera dans l'après-midi. Et plutôt que de vouloir être toujours ISO à un point de consigne qui ne bouge pas, accueillir ces changements, ouais, c'est vraiment ça, c'est accueillir le vivant. Et tout le monde est concerné. Et pour moi, on est un millefeuille de cycle. Le cycle menstruel, il est intéressant parce que moi, je trouve qu'il stabilise. Parce que comme il est soutenu hormonalement, finalement, il est assez stabilisant. Et contrairement à l'idée qu'on s'en fait, on a une forme de prévisibilité qui n'est pas chez les personnes non menstruées. Ouais. Oui, c'est vachement intéressant, effectivement, ton regard, parce qu'il est à l'antipode de tout le vocabulaire qu'on a ingurgité depuis petite, que tu étais instable, changeante, lunatique, bref. Hystérique. Ouais, ouais, c'est clair. Ce- Cette fameuse hystérie. Il y a une question qui est beaucoup revenue dans leurs commentaires et qui en fait pour moi est double. La question c'était comment je fais pour gérer justement les fameuses phases down, prémenstruelles, menstruelles, sans que ça impacte mon business. C'est la question qui est revenue tout le temps. Et du coup, moi, ma question, elle est double. C'est qu'est-ce que tu as à répondre peut-être à ces personnes-là. Et puis, ma question, c'est
je me fais l'avocat du diable, hein, mais est-ce que tu penses que on peut vraiment être 100% à l'écoute de son cycle dans un modèle, comme on l'a évoqué depuis 30 minutes, entrepreneurial qui est très yang, très masculin et surtout qui est très très linéaire et qui ne valorise pas la cyclicité, qui ne valorise pas le changement? Bah, moi, ce qui me fait sourire quand tu dis ça, déjà, la première chose, c'est que je me dis dans un modèle entrepreneurial, mais on est chacun son modèle puisqu'on est entrepreneur. Hmm. Oui, je parle dans un modèle Dans plutôt... une représentation sociétale de Voilà, l'entrepreneuriat, quoi. Tu vois. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, mon cycle, il est imprévisible. Donc, je fais pas partie de celles qui peuvent rayer une semaine par mois en se disant je fais rien, tout ça. Donc, j'ai pas créé effectivement un modèle qui fasse que j'ai des moments où je fais plus rien et des moments où je fais des choses. Moi, c'est plutôt de moi-même et c'est aussi ce que je recommande beaucoup parce que moi, j'aime pas du tout le côté prévision. Je sais que j'ai des clientes qui adorent ça et c'est cool si ça leur fait du bien. Mais pour moi, on revient un peu dans des injonctions et c'est un peu le mental qui prend le relais et je suis pas fan de ça. Donc, je suis plutôt à dire j'accueille chaque jour. Et donc, du coup, dans cet accueil chaque jour, j'ai appris à faire la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Je me suis engagée à répondre à un podcast. A priori, c'est nécessaire. À moins que je sois malade, je serai là. Donc, c'est pas mon cycle qui va faire que je vais pas être là. Je me suis engagée à faire une intervention sur scène. Je vais pas arriver sur scène en disant excusez-moi, j'ai mes règles, je vais me poser sur le canapé, je vous laisse faire la conf. Au revoir. Tu vois, je vais pas faire ce genre de choses. Donc en fait, voilà, j'ai des choses qui sont obligatoires. Et puis dans une journée, il y a plein de choses qu'on met ces jours-là et qu'on peut décaler à d'autres jours, qu'on peut modifier, etc. Et donc en fonction de l'énergie que j'ai, parce que j'ai très confiance dans le fait que mon énergie globale, elle est là. Et donc il y a certains jours, elle est plus faible et quelques jours après, elle va être plus haute si je me respecte. Donc tout ce qui n'est pas nécessaire, moi, je me mets en mode service minimum. Et je me dis, OK, qu'est-ce que je peux choisir de ne pas faire? Donc, parmi ça, souvent, il y a la vaisselle, par exemple. C'est vrai. Enfin, jamais personne n'est mort d'avoir une journée de vaisselle qui soit restée dans l'évier. Tu vois, le linge aussi, ça fait partie des choses qui peuvent être complètement décalées. Ensuite, dans l'entreprise, la comptabilité, en général, ça fait partie des trucs qui peuvent être décalés, tu vois, sauf si vraiment on est à l'arrache et qu'on doit rendre la TVA. Mais voilà. Et en fait, c'est ça, c'est que dans notre journée, il y a toujours tout un tas de petits trucs qui vont faire mourir personne si c'est décalé de 2-3 jours. Hmm. Et donc, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai arrêté de culpabiliser de ne pas les faire. Parce qu'en vrai, avant, je ne les faisais pas. Ouais. Mais je culpabilisais de ne pas les faire. Et du coup, je restais devant mon écran à faire n'importe quoi, à procrastiner, etc., au lieu de me reposer. Donc maintenant, je me dis, OK, non, dès que je me sens fatiguée, je vais vraiment me poser, me reposer, parce que là, je suis en train de recharger les batteries et je sais qu'après, quand ça va repartir, je vais avoir beaucoup d'énergie. Et là, je vais être capable de faire peut-être du x2 en capacité d'action par rapport à ce que j'étais capable de faire quelques jours avant. Donc, il y a déjà cette conscience que la roue tourne et que j'ai pas besoin d'être en lutte parce que en réalité, je sais maintenant d'expérience que dans quelques jours, l'énergie va remonter. Donc, il y a déjà cette première chose. Du coup, je me repose vraiment. Donc, j'arrive vraiment reposée dans la phase où j'ai de l'énergie. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième aussi, c'est de se dire que, oui, on peut tout faire à tout moment. Après, quand on utilise de l'énergie, beaucoup d'énergie dans une phase où on se sent faible, eh bien, c'est un peu comme si on faisait un crédit à notre corps. Donc, il y a toujours la question de dire, OK, quand est-ce que je vais pouvoir le rembourser? Et il va y avoir un peu d'intérêt, parce qu'en tant qu'ancienne bancaire, j'ai rarement prêté de l'argent gratuitement. Donc, c'est aussi ça, de se dire, voilà, par exemple, moi, ça peut m'arriver d'avoir un projet hyper important qui doit sortir dans une phase où je me sens fatiguée, je me mets un coup de pied aux fesses, j'y vais. Mais j'ai la conscience que je vais peut-être me prendre 1 ou 2 jours de repos après ce projet-là qui n'était pas forcément prévu, en tout cas de mode service minimum, quoi. Ouais. Donc, tu vois, il y a vraiment ça. Il y a l'action du service minimum déjà. Mais c'est un truc de fou, le nombre de choses qu'on se pense obligé de faire et que quand on arrête de faire, on se dit, oh, en fait, ça passe crème, hein. Donc, voilà, c'est tout bête, mais moi, je suis capable de dire à ma fille, tiens, tu nous feras à manger ce soir. Elle a 7 ans, donc la seule chose qu'elle sait faire, c'est une pizza. Mais elle est super heureuse de nous faire une pizza. Tu vois, non, mais c'est idiot, mais c'est ça. Et voilà, pareil, personne n'est jamais mort d'avoir mangé des pâtes 3 jours de suite si on n'a pas l'énergie. Donc, voilà, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire pour le minimum et puis et d'avoir confiance dans le fait que l'énergie va remonter. C'est ça. Ce qui nous manque le plus, c'est ça. C'est que comme on n'a pas été éduqué à ce cycle, quand on se sent descendre, il y a un truc en nous qui panique et qui se dit je vais jamais réussir à faire tout ce que j'ai à faire. Et si on mettait les vraies échéances, on se rendrait compte qu'en fait, ça passe, quoi. Oui, je trouve ça super important ce que tu dis aussi dans le fait de cette confiance, parce que
moi, ça m'évoque aussi la confiance qu'on peut faire à son corps, la confiance qu'on peut voilà, faire à ses ressentis. Et puis, quand je t'entends parler, j'entends beaucoup cette notion finalement qui est assez liée à notre capacité à débrancher le mental et à arriver à revenir dans son corps et à savoir interroger son corps. Ce qui est pas toujours simple parce que ça aussi, on l'a pas, enfin, on a beaucoup appris le contraire en tout cas. Donc déjà, il y a cette étape-là. Et puis, effectivement, moi, je me rappelle qu'au tout début, quand j'ai commencé à m'intéresser au cycle, aux différentes énergies, etc., j'étais encore sous pilule, donc c'était avant d'arrêter ma pilule. Donc il y avait cette espèce de crainte de oh mon Dieu, mais quand je vais avoir un cycle normal, mais ça va être horrible, 3 semaines par mois, je vais rien faire. Enfin bon, bref, sordide idée. Et la nana qui faisait la conférence, l'atelier, elle disait bah, si vous êtes fatigué, vous rentrez dans votre hiver intérieur, prémenstruel, règles, etc. Donc on arrête de travailler. Et moi, je me suis dit, mais attends, moi, je fais des suivis thérapeutiques toute la semaine, je peux pas, tu vois, interrompre mes suivis thérapeutiques en disant, bon, ben désolé, je sais que vous allez pas bien, mais bon, là, moi, j'ai mes règles, donc bisous. Tu vois ce que tu disais avant C'est ça. avec ta conférence, quoi. Et je me rappelle, au tout début, ça m'avait fait stresser parce que du coup, ça m'avait dépeint une image. Je me suis dit, mon Dieu, mais quand je vais arrêter ma pilule, ça va être épouvantable. Alors que non, comme tu disais, tu vas chercher différentes ressources dans ces différentes énergies et effectivement aussi de savoir lâcher. Je pense que dans cette question qui revient très souvent de ah, comment je fais pour gérer la fameuse période prémenstruelle qui fait stresser tout le monde, il y a aussi cette idée de est-ce que tout est absolument nécessaire dans ce qui est prévu, quoi. Ouais, et puis la période prémenstruelle, il faut quand même se rendre compte un petit peu de ce qui se passe. Il faut comprendre qu'il y a de la période prémenstruelle normale et de la pas normale. Mm. Euh, la normale, c'est un peu inconfortable, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a un truc aussi dans notre société, on ne nous a pas appris à reconnaître que l'inconfort était nécessaire pour réaliser de grandes choses. Et ça, c'est un truc de fou parce que tu regardes n'importe quelle grande réalisation, il y a forcément des passages d'inconfort. Et nous, on nous fait croire que, oh bah non, il faudrait que tu passes ta vie sans aucun inconfort. Mais ça marche pas. Ça ne marche que pour une seule chose, faire consommer. Mm. Mais ça marche pas dans la vraie vie. Donc, on devrait nous faire, depuis qu'on est enfant, l'éloge de l'inconfort parce que l'inconfort nous permet de passer à l'étage supérieur quelque part. Donc oui, c'est normal que ce soit un peu inconfortable. Ça veut dire qu'on ait des doutes, qu'on se pose des questions, qu'on remette des choses en cause, etc. Tout ça est normal. C'est normal aussi qu'on fasse le ménage parce que ça, c'est physiologique. Non, mais c'est vrai, c'est physiologique. C'est comme on a une baisse de notre immunité. En fait, notre corps fait le ménage, mais c'est juste physiologique. Moi, c'est drôle, j'ai refait toute la maison là ce week-end. Donc, mon conjoint, il est mort de rire à chaque fois. Il me dit, mais c'est un truc de fou, t'es capable de laisser complètement en jachère pendant des semaines, et puis d'un seul coup, tu nous fais tout. Bah, je dis, ouais, mais j'ai baissé mon immunité, là, je repère ce qui va pas. Donc voilà, et ça, c'est normal. Après, ce qui n'est pas normal, c'est ce qui devient souffrant. Tu vois la différence entre l'inconfort et le souffrant. Et donc, si cette période prémenstruelle, c'est des crises de rage, une colère sans nom, c'est une apathie, puis d'énergie, ou alors une perte de confiance totale, ou des choses comme ça, il est aussi possible qu'il y ait un déséquilibre hormonal. Nous, on a créé un programme avec une naturopathe qui s'appelle Kiffe ton syndrome prémenstruel, parce que justement, la réalité, c'est que nos modes de vie aujourd'hui, et notamment le stress, mais pas que, ça peut être aussi l'alimentation, mais beaucoup le stress, nous amène à avoir des syndromes prémenstruels anormaux. Mm. Et donc, il a considéré que c'est la normalité. Mais non, enfin, c'est pas normal. C'est normal d'être inconfortable, c'est pas normal de souffrir. Mm. Bah ça me fait un peu penser à cette idée qu'on a nos générations ingurgité du corps médical que c'était normal d'avoir mal pendant ses règles et que c'était normal de voilà de se plier en deux quoi. Alors que non. Et enfin, la douleur n'est jamais normale et la souffrance n'est pas normale. Tout ça, ce sont des signaux d'alerte de notre corps. D'ailleurs, c'est dingue, hein, parce que je veux dire, si tu avais mal au coude et qu'on te disait c'est normal que tu aies mal au coude, je pense qu'au bout d'un moment, ça t'énerverait Ouais. fortement, tu vois. Et en fait, tu as mal au bide et on te dit c'est normal et tout le monde dit ok. Tu vois, c'est complètement dingue. Ça n'arriverait pas dans la vie de tous les jours. Enfin, un homme qui se mettrait à avoir des sautes d'humeur, etc., on lui ferait des IRM et tout ça. Là, on sait que ça, non mais, on sait que ça a un lien avec un déséquilibre hormonal entre les oestrogènes et la progestérone. On sait qu'on peut faire des choses, mais pour ça, il faut qu'on nous le dise. Et non, enfin, être hystérique avant ses règles n'est pas normal. Mm. Oui, oui, ça c'est vraiment des choses qui sont banalisées. Tu vois, moi C'est ça. j'entends encore, ça m'érisse le poil à chaque fois, des personnes, oh non, mais mauvaise humeur, elle a ses règles quoi. Mm. Et tu te dis, mais avec ces réflexions-là, en fait, on banalise des choses qui n'ont pas à l'être quoi. C'est ça. Bon, après, il y a des petites phrases sympas, hein, genre si j'avais mes règles à chaque fois que tu sortais des conneries, je serais morte d'une hémorragie depuis longtemps.
Tu vois, tu as des petites punchlines un peu sympas comme ça. Donc, il y a un stock de punchlines dans le fond. Ouais, mais il faut, parce qu'il y a des moments où il faut remettre les gens à leur place aussi, tu vois. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, on se permettrait pas de faire la moitié. Sinon, tu peux aussi dire, ouais, parce que toi, je te trouve irritable depuis ce matin et t'as pas un petit problème de transit intestinal? Ouais, c'est ça. Parce que ça rend irritable aussi, hein, donc. Oui, c'est ça, c'est qu'on se permettrait pas du tout de faire ces réflexions pour un autre, dans un autre contexte, en fait. Non, mais faut pas hésiter hein, quand il y en a qui se permettent, hein. C'est vrai, tu as raison. Très bien, eh ben, écoute, c'était formidable cet échange-là avec toi. Ma traditionnelle question de fin, Gaëlle, c'est quels sont tes conseils pour entreprendre heureux? Revenir à soi tout le temps. Oui. C'est vraiment ça, c'est de se dire au quotidien, ok, la direction que je suis en train de prendre, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi, qui je suis moi là-dedans, et puis est-ce que je suis dans ma zone de génie ou est-ce que je suis en train d'en sortir, quoi. Ouais. En revenant dans son corps, Mm. notamment. Bah, en revenant, après moi je suis aussi beaucoup dans ma tête, hein. Je sais pas si c'est un idéal, enfin il faudrait pas non plus oublier. Je pense que c'est juste en acceptant que les deux sont là Mm. et que les deux dialoguent en fait. Et voilà, moi j'ai été très très longtemps uniquement dans ma tête. Et maintenant, je reviens aussi à mon corps. Et je pense que c'est le dialogue entre les deux, mais c'est vraiment d'essayer d'être honnête avec soi. Après, on peut pas l'être intégralement. Il y a plein de raisons qui nous poussent à entreprendre, vouloir la reconnaissance de nos parents, vouloir notre propre reconnaissance. Ça c'est ok, quoi. C'est la vie. Mais c'est vrai que si on reste dans notre zone de génie, si on kiffe ce qu'on fait, si on est capable de reconnaître, ok, ça, je me suis engagée, donc je le fais, mais je kiffe pas du tout, donc je ne réaccepte pas la prochaine fois. Ouais. Ou alors je me suis engagée, mais en fait, j'ai aussi le droit de me désengager parce que non. Bah, toutes ces choses-là qu'on peut se donner comme autorisation, à mon avis, c'est ça qui fait qu'on entreprend heureux. Ouais. Très bien, c'est une très belle conclusion, Gaëlle. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour celles et ceux qui nous écoutent ou est-ce que c'est bon pour toi? Bah, moi, j'ai envie de dire celles et ceux qui ont un cycle menstruel, n'hésitez pas à le kiffer à fond. C'est vraiment un soutien pour l'entrepreneuriat. C'est à la fois bah, le chef de projet interne, mais aussi un peu l'assurance anti-burnout. Très bien. Pardon. C'est aussi ouais, l'assurance anti-burnout et c'est aussi cette partie de nous qui vraiment peut nous soutenir Ouais. en tant qu'entrepreneuse. Moi, j'ai l'impression d'avoir trouvé comme un espèce de coach qui me soutient dans ce parcours un peu solitaire d'entrepreneuriat. Et surtout, quand on ne le connaît pas, bah, on a tendance aussi à se dévaloriser à certains moments. Et c'est juste pas le moment de jeter son projet à la poubelle. C'est Ouais. juste que c'est un moment d'audit. On C'est doit se dire les choses en face. C'est la période d'audit. Bah écoute, je suis vraiment très très contente que tu aies pu venir sur le podcast. Je te remercie d'avoir pris ce temps-là, surtout que pour réexpliquer ce que tu expliques très très souvent. Mais je trouve ça vraiment super qu'on puisse conclure cet épisode en se disant que en fait ce cycle c'est pas contradictoire avec le fait de créer une entreprise. Au contraire, que c'est pas un handicap. Et voilà, peut-être que j'espère que pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont concernés, ça plantera des graines pour envisager ce cycle différemment et pas comme un fardeau. Mais ça va plus loin que pas un fardeau, pas un handicap, c'est une chance, c'est un cadeau qui nous a été proposé par la nature. Et moi, je suis persuadée qu'en s'appuyant dessus, on peut toutes et tous réaliser des choses absolument extraordinaires. Très bien, formidable pour un mot de la fin. Merci beaucoup Gaëlle d'avoir répondu à mes questions. À très bientôt. Merci Laura, au revoir.